À Toulouse, on a un des milieux ludiques les plus riches et les plus foisonnants de France. Il n'y a pas longtemps, tu as organisé une journée test de proto au Blasto Dice, un autre café-jeu. Aujourd'hui, tu nous reçois chez les Tricheurs, un autre bar à jeu. C'est important pour un éditeur d'être présent ou de soutenir des endroits comme ça? Important, c'est pas forcément important, non. Par contre, c'est essentiel, ouais, je pense. Tu vois, c'est-à-dire que je pourrais très bien être éditeur sans le faire, mais pourquoi s'en priver? Tu vois, enfin, à Toulouse, on a un des milieux ludiques les plus riches et les plus foisonnants de France. Comme je le disais tout à l'heure, on a la ville qui a le plus de ludothèques. On a 5 boutiques ludiques. Et encore, je pense que je parle que des boutiques qui ne font que du jeu. Sinon, il y a plein d'autres boutiques qui vont vendre du ABBA ou du truc ou du ci ou du ça ou quelques jeux, les 80-20 comme ça. Donc il y en a plein. Il y a 4 ou 5 associations juste sur Toulouse, plus une bonne dizaine dans la couronne. Il y a maintenant 3 cafés ludiques et un restaurant ludique. Il y a une chaîne YouTube. Il y a un festival qui est probablement le 2e ou le 3e festival de France. Voilà. Donc on a un terreau super riche. Bien sûr qu'il faut le promouvoir et bien sûr, et puis voilà, moi je viens du milieu associatif, j'ai participé à tout ça, je vais pas dire oh non, je suis éditeur, ne me parlez pas, je vous prie. Non, bien sûr que non, j'en fais partie. Donc voilà. Une des évolutions récentes, c'est l'arrivée du financement participatif. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça a sa place? Et quelle est la relation entre le financement participatif et les boutiques? Alors, je suis pas encore tout à fait au clair là-dessus. Au départ, je trouve que le financement participatif, dans son idée originelle, et c'est parfait. C'est juste parfait. C'est juste, tu dis, écoutez, moi j'ai un projet, j'ai vraiment aucune idée de qui ça peut intéresser, si ça peut marcher, si qu'est-ce. J'ai pas forcément les moyens, et puis j'ai même pas les moyens de savoir de le dimensionner, parce que voilà. Donc, je vais demander aux gens, je vais leur présenter le projet, et puis est-ce qu'ils veulent partir avec moi là-dessus? Et puis, s'il y en a suffisamment, on y va. Idée géniale. Après, ça a été repris comme un mécanisme d'édition à part entière, qui a plein de qualités aussi. Quand je veux dire, tu ne vas pas forcément faire un KS, ou même je pense qu'il vaut mieux pas, à part dans le premier cas que j'ai cité, faire un KS si un KS, un financement participatif, c'est pas forcément que du Kickstarter. Il y en a d'autres, des petites plateformes, mais en fait ça regroupe 90% des KS dans le jeu de société maintenant, Kickstarter, donc on dit KS. Ça peut te permettre de le présenter vraiment différemment. C'est-à-dire, il y a des jeux qui ont juste très difficilement leur place dans le réseau traditionnel, ou c'est juste lié au fait du fonctionnement de ce réseau. Voir que c'est un réseau qui est multiplicatif. Donc moi je paye un coût de fabrication. En gros, je fais un x2 pour le vendre dans mon distributeur. En gros encore, il va faire un x2 pour le vendre à la boutique, et la boutique va faire un x2 pour le vendre au client. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais en très simplifié, c'est ça. Donc tu as du coefficient multiplicatif qui fait que la part matérielle du jeu a une importance énorme. Et du x6, si tu rajoutes 1 euro de matériel, c'est 6 euros de plus sur le prix final. Donc tu fais oula, tu vois. Ça s'est vu avec le succès des jeux à figurines sur KS. Si je te mets un jeu blindé de figurines qui va me coûter 40 euros de prod, 4 x 6, 24, le jeu en boutique, il arrive à 240 euros. Bon, tu vas demander à n'importe quel vendeur de boutique, tu en vends beaucoup des jeux à 240 euros, il va te dire non. Hein, voilà. Donc c'est juste pas possible. Donc il faut trouver d'autres moyens de fonctionner pour ces jeux-là.
peut-être de pas fonctionner en boutique du tout parce que c'est aussi un public très très précis. Voilà. Par contre, après, il y a des jeux qui sont à la limite, qui pourraient être en caisse ou qui pourraient être en circuit traditionnel, des jeux qui vont avoir une vie après le KS, parce que un des problèmes que je vois pour le moment dans le KS, c'est justement ça. C'est le fait d'avoir un lien difficile avec le réseau traditionnel fait que ta vie après le KS est plus problématique. Donc, faisons des jeux dont j'espère qu'ils durent. Voilà, c'est un problème pour moi. Et puis après, surtout, comment tu fais quoi. Enfin, c'est si ton jeu il doit être juste one shot, c'est beaucoup quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu t'adresses en plus à un public très très particulier. 99% de la population ne connaît pas l'existence des jeux sur KS. On va en être conscient. Déjà, ils ont du mal à connaître l'existence des jeux en boutique, alors, tu vois, il faut aller sur un site, regarder des trucs, participer à... Bon. Ça, c'est un des problèmes. Un autre problème, c'est que, alors, tu as la décorrélation entre l'acte d'achat et l'acte de jouer. Toi, si t'es sérieux, comme éditeur qui va sur KS, et si t'es sérieux comme un pledger qui va pledger quelque chose, tu vas regarder tout ce qu'il propose, les vidéos, tu vas lire les règles, tu vas te faire vraiment une idée du jeu, voire tu vas jouer à des protos qui tournent sur les festivals, tu vas savoir pourquoi tu pledges, tu vas savoir ton envie, tout ça, mais ton envie, elle arrive, tu la payes, et puis un an après, voilà, minimum, tu vas avoir le jeu. Ben, c'est totalement décorrélé, du coup. Donc tu vas y jouer, mais t'as plus envie de jouer à ça. Enfin, c'est plus. Alors que quand tu vas acheter un jeu en boutique, même si tu vas l'acheter sur le net, tu l'auras 2 jours après, ou tu vas en boutique, tu l'auras de suite. Ben, probablement, tu vas l'acheter, et puis tu vas rentrer chez toi, et puis tu vas le déballer, et tu vas y jouer. Bon, il y en a, tu vas attendre quelques jours ou quoi, mais enfin, l'envie elle est toujours là, quoi. Donc ça va être lié, et du coup, ça va aussi entraîner une chaîne, c'est-à-dire que tu vas l'avoir acheté, tu vas y avoir joué, tu vas avoir cet enthousiasme, tu vas le transmettre, donc tu vas y avoir un bouche à oreille, il va y avoir une viralité que tu perds avec le KS, parce que la viralité, ton rhume il a pas duré 1 an, quoi, tu vois. Donc ça c'est un autre défaut pour moi. Après ça permet vraiment des choses différentes, ça permet aussi d'avoir ce lien dont je parlais entre l'éditeur et le joueur final, il peut être plus fort en KS finalement, parce que il suit ta campagne, ton truc, il va t'envoyer des messages, il va te dire des trucs, on n'est pas à l'abri qu'il ait une bonne idée, bien que c'est toujours problématique aussi. Tu changes ton KS en cours de route, c'est le meilleur moyen de se planter, je pense. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc il est plus partie prenante et t'as plus fait une communauté par exemple sur un jeu qui va vouloir ou pouvoir bénéficier d'une communauté, ben tu la crées plus facilement. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Pour le moment, je me suis pas lancé. Il n'est pas dit que je le fasse pas un jour, ça me titille. Probablement sur un projet qui le justifiera. Par exemple, j'ai depuis quelque temps l'idée de rééditer Carolus Magnus, tu vois, avec changement de mécanique parce qu'il y avait quelques petites choses qui étaient pénibles, et surtout un changement thématique. Là, ce serait les anges contre les démons, des choses comme ça. Tu peux faire des trucs à la classe, quoi. Mais du coup, voilà, là c'est typiquement le genre de truc. Tu dis, c'est un vieux jeu qui avait marché à l'époque. Est-ce que qui a envie de ça? Combien? Bon, ça irait tout à fait dans le cadre de ce que je vois, très bien comme un casse, mais c'est ma petite vision à moi. Je suis vraiment pas spécialiste de la chose. J'ai pledgé un jeu, je crois, dans ma vie, donc c'est pas...